Tu es un garçon de 7 ans jouant dans ton village chrétien des Balkans. Lorsque des fonctionnaires ottomans se présentent à ta porte, ce n'est ni pour des impôts, ni pour un tribut. Ils viennent en sont pour toi, et tu ne reverras jamais ta famille. L'Empire ottoman a perduré pendant plus de 600 siècles, s'étendant sur 3 continents et contrôlant le destin de millions de personnes. Nous nous souvenons de son architecture somptueuse, de ses puissants sultans et de son génie stratégique. Cependant, derrière les façades dorées des palais et la gloire des conquêtes, se cachaient des pratiques de sexuels si troublantes que même les observateurs de l'époque avaient du mal à les documenter. Ce n'étaient pas des incidents isolés ou des malentendus culturels. Il s'agissait de stratégies systématiques qui transformaient la sexualité humaine en un outil de contrôle d'exploitation et de terreur. Ce que tu vas découvrir provient des archives administratives ottomanes, des témoignages de diplomates et de voyageurs, ainsi que des découvertes archéologiques qui révèlent comment un empire a utilisé les aspects les plus intimes de l'expérience humaine comme une arme. Les pratiques que nous allons examiner n'étaient pas des exceptions. Elles étaient des politiques institutionnelles qui ont façonné la vie de millions de personnes sur des siècles. Ce qui est le plus terrifiant, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais la manière méthodique dont cela était organisé. Les Ottomans tenaient des registres méticuleux de tout, y compris de l'exploitation systématique des enfants, de la gestion de centres de castration forcée et de l'administration de l'esclavage sexuel à une échelle industrielle. Ces documents existent encore aujourd'hui, archivés et attendant d'être étudiés par des historiens assez courageux pour s'y confronter. Avant de continuer, si tu t'intéresses à l'histoire sombre et oubliée, abonne-toi et commente d'où tu regardes. Cela nous aide énormément à produire plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, revenons à notre sujet. Commençons par la pratique peut-être la plus dévastatrice sur le plan psychologique, le système du Devshirme, également connu sous le nom de tribu d'enfants ou taxe de sang. Tous les quelques années, des fonctionnaires ottomans parcouraient les villages chrétiens des Balkans pour effectuer ce qu'ils appelaient une collecte. Mais ils ne collectaient ni impôts ni biens. Ils collectaient des enfants. Le processus était d'une efficacité terrifiante. Les fonctionnaires arrivaient avec des registres détaillés, notant précisément combien de familles chrétiennes vivaient dans le village, combien de garçons étaient dans la tranche d'âge appropriée et quand le village avait contribué pour la dernière fois. Ils tenaient des tableaux de la souffrance humaine traquant les enfants comme du bétail à travers l'Empire. Les garçons âgés de 7 à 20 ans étaient les principales cibles, bien que la tranche d'âge préférée était bien plus jeune. Certaines archives montrent que des enfants dès l'âge de 4 ans étaient pris, arrachés à leur mère par des fonctionnaires qui considéraient leurs larmes comme un simple coup de l'administration impériale. Le processus de sélection était méthodique et cruel. Les fonctionnaires examinaient chaque garçon comme s'ils achetaient des chevaux, vérifiant leur santé, leur intelligence et leur développement physique. Ce qui rend cette pratique particulièrement horrible, c'est ceci. Ces enfants n'étaient pas envoyés dans des mines ou des champs pour y mourir. Ils étaient pris pour servir l'Empire de la manière la plus intime. Des garçons les plus intelligents et les plus attrayants étaient emmenés au palais, où ils étaient convertis à l'islam, recevaient de nouveaux noms et étaient formés pour répondre aux besoins personnels du sultan. Ce processus ne visait pas seulement à obtenir des serviteurs, il s'agissait d'une refonte psychologique complète. Les enfants étaient immédiatement séparés de toute personne parlant leur langue. Il leur était interdit d'utiliser leur nom de naissance ou de parler de leur famille. Toute connexion avec leur vie antérieure était battue hors d'eux. En quelques mois, la plupart ne se souvenaient même plus de leur nom d'origine. Ils devenaient des ardoises vierges sur lesquelles l'Empire pouvait écrire
l'identité qui servait ses desseins. Beaucoup de ces garçons étaient destinés au corps des janissaires, l'unité d'élite de l'Empire. Mais même ce destin apparemment honorable avait une tournure sombre. Les janissaires devaient rester célibataires et entièrement dévoués au sultan. Leurs seules relations intimes étaient entre eux, créant une culture militaire où les relations homosexuelles n'étaient pas seulement tolérées, mais institutionnalisées. L'Empire a même créé une unité militaire spéciale, le bataillon Savuche, pour gérer ces relations. Ce n'était pas un arrangement informel, c'était une formation militaire officielle, avec sa propre structure de commandement, ses règlements et son objectif. Ce bataillon existait spécifiquement pour encadrer et contrôler les relations homoérotiques au sein du corps des janissaires, afin que les tensions sexuelles ne perturbent pas la discipline militaire. Les rapports historiques décrivent avec des détails troublants le fonctionnement de ce bataillon. Ses membres avaient mis des positions privilégiées et un accès à des ressources refusées aux autres soldats. Ils étaient essentiellement des partenaires professionnels pour les officiers supérieurs, leur service militaire étant indissociable de leur disponibilité sexuelle. L'Empire avait créé un système où l'avancement militaire pouvait dépendre de la soumission sexuelle aux supérieurs. Mais le système du Devshirme avait un objectif encore plus sombre. Les garçons les plus attrayants jugés trop beaux pour le service militaire étaient choisis pour un destin totalement différent. Ces enfants étaient destinés aux appartements privés du palais où ils servaient le sultan et ses courtisans d'une manière qui défie la compréhension moderne. Certains de ces garçons étaient castrés pour devenir des eunuques. Le processus était brutal et souvent mortel. La plupart des castrations étaient effectuées en Égypte ou en Éthiopie, où l'interdiction de cette pratique dans le droit islamique était contournée en confiant les opérations à des chrétiens ou des juifs. Le taux de mortalité était effarant. Les rapports historiques suggèrent que seuls 10% des garçons castrés survivaient à la procédure. Réfléchis un instant, l'Empire était si déterminé à obtenir des eunuques qu'il était prêt à tuer 9 garçons sur 10 pour obtenir un survivant. Les survivants faisaient face à un destin que beaucoup considéraient comme pire que la mort. Les garçons africains étaient généralement complètement émasculés et devenaient des eunuques noirs, considérés comme plus fiables pour garder les femmes du sultan et souvent élevés à des postes influents dans la hiérarchie du palais. Les garçons européens des Balkans se voyaient généralement retirer uniquement leurs testicules et devenaient donc des eunuques blancs servant principalement dans des rôles administratifs. Les conséquences psychologiques sur ces enfants étaient incommensurables. Ils n'étaient pas seulement mutilés physiquement, mais totalement coupés de la possibilité d'avoir des relations humaines normales. Ils ne pouvaient jamais se marier, jamais avoir d'enfants, jamais expérimenter une intimité sexuelle telle que la nature l'avait prévue. Ils existaient uniquement pour servir un empire qui leur avait tout volé, y compris leur humanité fondamentale. Mais la castration n'était pas le seul destin réservé aux beaux garçons dans le système ottoman. Certains étaient choisis pour devenir des danseurs keček de jeunes garçons qui se vêtaient en femmes et divertissaient lors de fêtes et de célébrations. Ces garçons évoluaient dans un espace troublant entre les genres ni pleinement masculin ni féminin, aux yeux de la société ottomane. Le public lors de ces spectacles était notoirement violent. Les rapports historiques décrivent comment les hommes enflammés par les jeunes danseurs se battaient entre eux pour avoir l'opportunité de les abuser sexuellement. Des vers étaient brisés, des voix perdues, à force de crier, et parfois des gens étaient de tuer dans le chaos entourant ces performances. Les danseurs eux-mêmes n'avaient aucune protection contre cette violence. Ils devaient se soumettre à toutes les avances leur corps, étant traités comme des objets de divertissement pour des hommes ivres et agressifs. Cette pratique était si associée à la violence sexuelle
qu'elle fut finalement supprimée, mais seulement après que des générations de garçons eurent été soumises à cet abus systématique. Peut-être la pratique la plus troublante était celle connue sous le nom de système Tafshansil. Le terme se traduit approximativement par « garçon lapin », un euphémisme qui dissimule à peine l'horrible réalité. Il s'agissait de jeunes garçons chrétiens, généralement grecs, ou autres Européens, amenés spécifiquement au palais pour satisfaire sexuellement les hauts de fonctionnaires. Contrairement aux autres formes de service au palais, le système Tafshansil opérait dans le secret le plus total. Ces garçons n'avaient aucun statut officiel, aucune protection légale, aucun espoir d'avancement ou de liberté future. Ils existaient uniquement comme des objets sexuels pour le divertissement de leurs maîtres cachés du public et des archives historiques. Le système était délibérément restreint et secret, mais son existence révèle quelque chose de crucial sur les pratiques sexuelles ottomanes. Il ne s'agissait pas de différences culturelles ou de normes morales divergentes. Il s'agissait d'une exploitation sexuelle systématique d'enfants, organisée et maintenue par les plus hauts niveaux du gouvernement. Les garçons intégrés dans ce système faisaient bonnement face à une réalité qui défiait tous les liens naturels de l'humanité. Les parents ne recevaient aucune nouvelle du sort de leurs enfants. Pas de lettres, pas de visites, rien d'autre que le silence sans fin de la perte. Certaines familles attendaient des décennies pour des fils qui ne reviendraient jamais, espérant que leurs enfants pensaient encore à leur foyer quelque part dans les vastes territoires ottomans. Les archives de l'Empire montrent la cruauté calculée de cette séparation. Les fonctionnaires déplaçaient délibérément les enfants aussi loin que possible de leur région d'origine pour s'assurer que même un garçon échappé ne pourrait jamais retrouver son village. Les barrières linguistiques étaient insurmontables. Un garçon d'un village serbe pouvait se retrouver à Constantinople, entouré de personnes parlant turc arabe et persant sa langue maternelle, devenant une relique inutile d'un passé qu'il n'était pas autorisé à reconnaître. Mais la destruction psychologique allait plus loin que la simple séparation. Le processus de conversion était conçu pour effacer non seulement l'identité religieuse, mais aussi la mémoire culturelle elle-même. Les garçons recevaient de nouveaux noms sans aucune ressemblance avec leur nom de naissance. On leur enseignait que leur vie antérieure était une vie d'ignorance et de péché, que leur famille était d'amas, des infidèles, méritant la conquête. Ils étaient forcés de participer à des rituels qui se moquèrent de leur foi précédente, parfois même obligés de cracher sur des croix ou de brûler des textes chrétiens. L'aspect le plus dévastateur psychologiquement était la manière dont le système transformait les victimes en bourreaux. Les garçons qui survivaient au traumatisme initial et s'adaptaient à la vie au palais devenaient souvent ceux qui sélectionnaient la prochaine génération de victimes. Ils retournaient dans les Balkans en tant qu'adultes désignant dans des villages comme ceux qu'ils appelaient autrefois chez eux les enfants les plus attrayants. L'Empire avait perfectionné un cycle de traumatisme qui assurait sa propre perpétuation. Au-delà du système du Devshirme, une autre couche de l'exploitation sexuelle ottomane se révèle opérant à une échelle encore plus grande. L'approche de l'Empire envers la sexualité féminine a créé un marché de chair humaine qui surpassait tout ce que le monde de l'époque connaissait. Cela ne concernait pas seulement la concubinage ou les coutumes matrimoniales. Il s'agissait de la commercialisation systématique des corps féminins à une échelle industrielle. Les marchés aux esclaves de Constantinople fonctionnaient avec l'efficacité de corporations modernes. Les femmes étaient catégorisées, évaluées et vendues selon une hiérarchie complexe qui réduisait les êtres humains à de simples marchandises. Les femmes africaines avaient des prix différents des européennes. Les vierges valaient le plus que les non-vierges. Les jeunes filles rapportaient de plus que les femmes mûres. L'Empire avait créé des structures de prix détaillées pour la sexualité humaine. Les documents conservés
révèle la froide mathématique de ce commerce. Une fille africaine typique pouvait être vendue pour 1500 à 2500 kurush si elle était destinée au travail domestique. Mais si elle était destinée à un usage sexuel, le prix pouvait doubler ou tripler. Les femmes européennes en particulier, celles de Grèce ou des Balkans, atteignaient des prix encore plus élevés, certaines étant vendues pour des sommes équivalentes à de petites fortunes. La catégorie la plus chère était réservée aux odalisques, des femmes spécialement formées pour le service sexuel dans les harems impériaux. Ces femmes pouvaient donc être vendues pour des dizaines de milliers de kurush, leur valeur déterminée par leur beauté, leur formation et leur fertilité perçue. L'Empire entretenait des établissements de formation où les femmes capturées étaient instruites dans les arts de la séduction, du massage et de la performance sexuelle, transformant des prisonnières traumatisées en marchandises raffinées. Mais les chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière chaque transaction se trouvait un être humain, arraché à sa famille, privé de son identité et réduit à un objet sexuel pour le plaisir de l'acheteur. Le système juridique de l'Empire n'offrait aucune protection à ces femmes. Un homme pouvait utiliser ses esclaves sexuellement sans conséquence légale. Si une esclave tombait enceinte, ses enfants appartenaient exclusivement à son maître, qui pouvait les vendre, les tuer ou les utiliser à sa guise. L'ampleur de ce commerce était stupéfiante. Constantinople abritait à tout moment des centaines de milliers de femmes esclaves. L'expansion de l'Empire, en Afrique, dans le Caucase et en Europe de l'Est, était en partie motivée par la demande insatiable de nouvelles femmes. Les campagnes militaires n'étaient pas seulement planifiées pour des gains territoriaux, mais aussi pour l'acquisition d'êtres humains, les commandants calculant combien de femmes ils pouvaient y s'attendre à capturer lors de chaque conquête. Le traitement de ces femmes à l'intérieur des harems révèle une autre dimension de la cruauté sexuelle ottomane. L'image populaire des harems comme des espaces luxueux remplis de concubines choyées n'a aucun rapport avec la réalité historique. La plupart des femmes des harems vivaient dans une peur constante, rivalisant désespérément pour l'attention qui pourrait les élever du statut de simple esclave à celui de concubine préférée. La compétition était intentionnellement encouragée par le système. Les femmes étaient dressées les unes contre les autres dans des exhibitions élaborées, destinées à divertir leurs maîtres. Elles étaient forcées d'accomplir des actes de plus en plus dégradants pour se démarquer de leurs rivales. Celles qui ne plaisaient pas faisaient dos face à des punitions allant des coups à la famine, voire à l'exécution directe. La guerre psychologique dans ces espaces était aussi systématique que n'importe quelle campagne militaire. Les femmes étaient encouragées à se dénoncer mutuellement, à saboter leurs rivales et à former des alliances temporaires qui pouvaient être rompues à tout moment. L'Empire avait créé des environnements où les liens naturels entre les femmes étaient transformés en armes de destruction mutuelle. Peut-être le sort le plus troublant était celui des enfants nés dans ce système. Les archives de l'Empire montrent que l'infanticide était courant en particulier pour les enfants de mères africaines. Les enfants métis issus de ces unions étaient souvent tués immédiatement après leur naissance, leur existence considérée comme une complication gênante dans la machinerie de l'exploitation sexuelle. Les observateurs contemporains ont noté l'absence d'enfants métis à Constantinople malgré la présence évidente de milliers de femmes africaines vivant dans des relations sexuelles avec des hommes turcs. La conclusion était inéluctable. Ces enfants étaient morts systématiquement éliminés pour maintenir les hiérarchies raciales que l'Empire considérait comme essentielles à son ordre social. Les femmes qui survivaient assez longtemps pour ne plus être sexuellement désirables faisaient face à des destins souvent pires que la mort. Elles pouvaient être vendues à des bordels, jetées à la rue, ou simplement tuées pour faire place à de jeunes remplaçantes.
L'Empire n'avait pas de système de retraite pour les concubines usées, aucun plan de repos pour les femmes qui avaient même passé leur jeunesse au service du plaisir impérial. Le cadre juridique qui soutenait ce système montre à quel point l'exploitation sexuelle était profondément ancrée dans la gouvernance ottomane. Les lois stipulaient explicitement que le viol d'une femme libre entraînait la peine de mort, tandis que le viol d'une esclave n'entraînait qu'une amende comparable à un dommage matériel. L'Empire avait créé un système de valeurs humaines à 2 niveaux, rendant la violence sexuelle systématique non seulement légale, mais aussi économiquement rationnelle. La nature systématique de ces pratiques devient encore plus terrifiante lorsque nous examinons comment l'Empire institutionnalisait la violence sexuelle comme divertissement. Les exécutions publiques n'étaient pas seulement des punitions. Elles étaient nées des spectacles où l'humiliation sexuelle était l'attraction principale. Les criminels condamnés pour des délices sexuels faisaient volte-face à des châtiments conçus pour refléter leurs crimes de la manière la plus humiliante possible. Mais l'Empire allait plus loin, transformant ces exécutions en fêtes où les foules se rassemblaient pour assister à des exhibitions élaborées de tortures sexuelles. Le public ne se contentait pas de regarder passivement, il participait criant des suggestions pariant sur combien de temps les victimes survivraient et traitant la souffrance humaine comme un sport. L'approche de l'Empire à la justice révélait une société qui avait complètement normalisé la violence sexuelle. Le viol n'était pas seulement un crime à punir, c'était un outil de gouvernance, une méthode pour démontrer le pouvoir, une forme de divertissement pour les masses. Les codes juridiques non seulement permettaient gommer cette violence, mais la réglementaient, établissant des procédures détaillées sur la manière dont la torture sexuelle devait être exécutée pour maximiser à la fois la souffrance et le spectacle. Les découvertes archéologiques sur les sites d'exécution corroborent ces récits horrifiants. Les fouilles ont révélé des restes montrant des mutilations systématiques qui vont bien au-delà du simple meurtre. Les corps étaient profanés de manière à suggérer une torture prolongée, conçue spécifiquement pour détruire l'identité sexuelle des victimes avant de mettre fin à leur vie. L'Empire avait perfectionné l'art d'utiliser la sexualité comme une arme d'humiliation ultime. Mais l'aspect le plus terrifiant des pratiques sexuelles ottomanes était la manière dont elles ont créé une culture où cette exploitation semblait normale. Les enfants grandissaient dans une société où le trafic humain était visible à chaque coin de rue. Les jeunes apprenaient que les corps pouvaient être achetés et vendus comme n'importe quelle autre marchandise. Des générations entières étaient élevées à considérer la violence sexuelle non comme un comportement déviant, mais comme l'ordre naturel des choses. Le système éducatif de l'Empire renforçait ces attitudes par un enseignement religieux qui présentait l'esclavage sexuel comme sanctifié par Dieu. On enseignait aux enfants que l'asservissement des infidèles était un devoir religieux, que l'utilisation de leur corps était une récompense pour les croyants, et que s'opposer à ces pratiques équivalait à s'opposer à Dieu lui-même. Cette indoctrination systématique garantissait que chaque génération perpétuait les mêmes cycles d'abus qui avaient traumatisé leurs parents. Les impacts psychologiques s'étendaient bien au-delà des victimes immédiates. Les familles vivaient dans la peur constante que leurs enfants puissent être enlevés. Les parents mutilaient leurs propres fils et filles, défigurant leur visage ou brisant leurs membres pour les rendre moins désirables aux collecteurs ottomans. L'Empire avait créé une société où des parents aimants étaient forcés de blesser leurs enfants pour les protéger de destins pires encore. Les incitations économiques sous-jacentes à ces pratiques montrent à quel point l'exploitation sexuelle était profondément ancrée dans les fondations de l'Empire. Le commerce des esclaves n'était pas une activité secondaire. C'était un pilier des finances impériales, générant des revenus qui finançaient l'expansion militaire, la construction de palais et les opérations administratives.
Le budget de l'Empire dépendait de la destruction systématique de la dignité humaine sur 3 continents. Des routes commerciales furent spécifiquement établies pour faciliter le trafic humain. Les accords diplomatiques incluaient des clauses régissant l'échange d'esclaves. Les stratégies militaires prenaient en compte les calculs sur le nombre de personnes qui pouvaient être capturées et vendues. L'Empire avait créé une infrastructure entière dédiée à la commercialisation de la sexualité humaine. La documentation de ces pratiques existe avec un niveau de détail troublant car les Ottomans étaient des comptables méticuleux. Ils tenaient des registres traçant l'âge, l'origine et les prix des personnes asservies. Ils maintenaient des inventaires des harems du palais où les femmes étaient répertoriées comme des meubles ou du bétail. Ils conservaient des correspondances entre fonctionnaires discutant des préférences sexuelles de leurs supérieurs et de la manière de les satisfaire par des acquisitions stratégiques. Ces archives existent encore aujourd'hui dans les dépôts en Turquie, fournissant des preuves irréfutables d'une exploitation sexuelle systématique pratiquée pendant des siècles. Les propres bureaucrates de l'Empire documentaient leurs crimes avec la même diligence qu'ils consacraient à la collecte des impôts ou à la planification militaire. Ils ne voyaient rien de honteux dans leurs actions, car ils vivaient dans une société qui avait complètement normalisé l'exploitation sexuelle des populations vulnérables. La réaction internationale à ces pratiques montre à quel point le système ottoman corrompait les relations diplomatiques. Les ambassadeurs étrangers rédigeaient des rapports détaillés sur les horreurs sexuelles dont ils étaient témoins, mais les présentaient comme des différences culturelles, non comme des violations des droits humains. Les puissances européennes qui auraient pu intervenir étaient trop occupées à profiter des routes commerciales ottomanes pour risquer des incidents diplomatiques à propos du sort des enfants et des femmes esclaves. L'influence de l'Empire propageait ces pratiques bien au-delà de ses frontières. Les coutumes sexuelles ottomanes furent adoptées par les États clients et les partenaires commerciaux qui les considéraient comme des approches sophistiquées du contrôle de la population. L'exploitation systématique de la sexualité devint un modèle que d'autres puissances imitèrent, répandant la forme particulière de violence sexuelle de l'Empire à travers le monde connu. Lorsque l'Empire ottoman commença à s'effondrer au XIXe et XXe siècle, ces pratiques ne disparurent pas simplement. Elles évoluèrent, s'adaptèrent et trouvèrent de nouvelles formes d'expression. L'infrastructure de l'exploitation sexuelle, pratiquée pendant des siècles, laissa des cicatrices culturelles profondes, qui perdurèrent bien après l'effondrement de l'Empire. L'aspect le plus tragique de ce système était la manière dont il détruisit la possibilité de relations humaines normales pour des millions de personnes sur des générations. Les enfants qui survivaient aux traumatismes sexuels grandissaient incapables de former des liens sains avec autrui. Les femmes qui échappaient à l'esclavage portèrent des blessures psychologiques qui ne guérissaient jamais. Les hommes qui participaient à ces systèmes d'exploitation perdaient leur capacité à éprouver une véritable intimité ou compassion. Les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman constituent l'un des exemples les plus systématiques de l'histoire de la manière dont le pouvoir peut corrompre chaque aspect de l'expérience humaine. Ce n'étaient même pas des incidents isolés ou des malentendus culturels. C'étaient des stratégies délibérées, conçues par Tony pour réduire les êtres humains à des objets pour la gratification des puissants. L'Empire avait créé une civilisation entière basée sur la destruction systématique de la dignité humaine. Les répercussions de cette destruction résonnent à travers les siècles. Aujourd'hui, en explorant ce chapitre sombre de l'histoire humaine, nous sommes confrontés à des questions inconfortables sur le pouvoir, l'exploitation et la capacité de l'homme à infliger des souffrances à autrui. Les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman nous rappellent que la civilisation est bien plus fragile
que nous ne voulons le croire, et que la déshumanisation systématique des populations vulnérables peut être normalisée avec une facilité terrifiante. Les archives attendent dans les dépôts les historiens assez courageux pour les étudier. Les preuves archéologiques continuent d'émerger des sites de fouilles dans les anciens territoires ottomans. L'héritage génétique de ces pratiques peut encore être retracé aujourd'hui dans des études de population sur 3 continents. L'histoire ne disparaît pas simplement parce qu'elle nous met mal à l'aise. Comprendre ces pratiques ne vise pas à condamner la Turquie moderne ou l'islam. Il s'agit de reconnaître comment les structures de pouvoir peuvent corrompre la sexualité humaine et transformer les relations intimes en armes de contrôle. Il s'agit de rendre hommage aux millions de victimes dont les souffrances ont été largement oubliées par l'histoire. Et il s'agit de rester vigilant face aux conditions qui permettent une telle exploitation systématique. L'Empire ottoman a existé pendant plus de 6 siècles et a contrôlé la vie de millions de personnes. Son approche de la sexualité humaine a façonné les expériences d'innombrables générations et a laissé des cicatrices qui perdurent encore aujourd'hui. Ces pratiques ne sont pas des reliques d'un monde lointain. Le dernier sultan ottoman a été déposé en 1922, du vivant de personnes encore en vie aujourd'hui. Cette histoire est plus proche que nous ne le pensons et ses leçons restent douloureusement pertinentes. L'aspect le plus terrifiant des pratiques sexuelles ottomanes n'était pas leur brutalité, bien qu'elle fût sans aucun doute extrême. C'était leur nature systématique, leur normalisation et leur intégration dans chaque aspect de la gouvernance impériale. L'Empire avait créé une machine d'exploitation sexuelle humaine et cette machine fonctionnait avec une efficacité bureaucratique pendant des centaines d'années. Comprendre comment de tels systèmes émergent et perdurent est crucial pour empêcher leur retour sous de nouvelles formes. La dignité humaine n'est pas négociable. Indépendamment des structures de pouvoir des différences culturelles ou du contexte historique, les pratiques sexuelles de l'Empire ottoman représentent un abandon total de ce principe et les conséquences ont été catastrophiques pour des millions de personnes sur des siècles. Leurs histoires méritent d'être rappelées, leurs souffrances reconnues et leur humanité restaurée par la vérité historique.